coup de la colère que vous avez regretté quelques minutes plus tard. Un mot blessant, un message envoyé trop vite, un geste violent, une décision prise sous l'impulsion, une réaction disproportionnée. Sur le moment, on peut avoir l'impression que quelque chose en nous prend le contrôle, comme si nous n'étions plus vraiment capables de réfléchir. Puis, lorsque l'émotion redescend, nous nous demandons pourquoi ai-je fait ça? Cette question est essentielle parce qu'une pulsion n'apparaît pas toujours comme une volonté consciente de détruire. Elle peut être une réaction extrêmement rapide, déclenchée par une émotion intense, une frustration, une peur, une humiliation ou un sentiment d'injustice. Mais comprendre une pulsion ne signifie pas excuser un comportement destructeur, au contraire. Comprendre, c'est commencer à reprendre le pouvoir sur soi-même. Bienvenue sur Leila Lumière et Éveil. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet profond. Les pulsions destructrices, pourquoi perdons-nous parfois le contrôle? Nous allons essayer de comprendre ce qui se passe avant la réaction. Pourquoi certaines émotions deviennent explosives? Comment notre environnement influence nos comportements? Et surtout, comment transformer une pulsion en décision consciente? Parce que la véritable force n'est pas de faire tout ce que nous ressentons. La véritable force, c'est de pouvoir ressentir intensément sans devenir esclave de ce que nous ressentons. Qu'est-ce qu'une pulsion? Avant de parler de pulsion destructrice, il faut comprendre ce qui est une pulsion. Une pulsion est une tendance intérieure qui pousse rapidement à agir. Elle peut apparaître avant même que nous ayons eu le temps de réfléchir. Quelqu'un nous provoque. Nous ressentons immédiatement de la colère. Notre corps se tend. Le cœur accélère. La respiration change. Et une pensée surgit. Il faut que je réponde. Puis une autre. Je ne vais pas me laisser faire. Et parfois, avant même d'avoir analysé la situation, nous avons déjà parlé, crié, insulté, frappé ou pris une décision que nous regretterons ensuite. C'est là que se trouve le danger. Entre l'émotion et l'action, il existe normalement un espace, un petit espace, quelques secondes. Et ces quelques secondes peuvent tout changer. Une pulsion n'est donc pas forcément mauvaise en elle-même. La colère, par exemple, peut nous signaler qu'une limite a été dépassée. La peur peut nous protéger. La frustration peut nous pousser à chercher une solution. Le problème apparaît lorsque l'émotion devient tellement intense que nous cessons de choisir notre réaction. Nous ne répondons plus, nous réagissons. Et réagir automatiquement peut parfois nous conduire à des comportements destructeurs. Pourquoi perdons-nous le contrôle? Pourquoi une personne qui semble calme habituellement peut-elle soudainement laisser exploser sa colère? Pourquoi certaines personnes passent-elles rapidement de la parole à l'agression? Pourquoi une petite remarque peut-elle provoquer une réaction énorme? Parce que nous voyons à l'extérieur n'est pas toujours ce qui se passe à l'intérieur.
réaction présente peut être alimentée par une accumulation passée. Une personne peut porter depuis longtemps de la frustration, de la colère, du ressentiment, un sentiment d'injustice, des blessures émotionnelles, des humiliations, de la fatigue, du stress ou encore le sentiment de ne pas être respecté. Et parfois, un événement apparemment banal devient la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La réaction peut sembler disproportionnée par rapport à l'événement. Mais pour comprendre cette réaction, il faut regarder ce qui s'est accumulé avant. Imaginez une casserole remplie d'eau. Vous chauffez progressivement. Au début, rien ne semble se passer. Puis, la température augmente. Encore, et finalement, l'eau bout. Le premier degré n'est pas responsable de toute la chaleur accumulée. Il révèle simplement que la limite a été atteinte. Certaines personnes fonctionnent de cette manière. Elles accumulent, elles se taisent, elles supportent, elles minimisent. Elles ne parlent pas de ce qu'elles ressentent. Et un jour, la colère explose. C'est pourquoi apprendre à gérer ses émotions ne consiste pas seulement à contrôler l'explosion de colère. Il faut aussi apprendre à reconnaître ce qui se passe avant l'explosion de colère. Le cerveau émotionnel face au cerveau rationnel. Lorsque nous sommes confrontés à une situation perçue comme menaçante, notre organisme peut réagir très rapidement. Notre cerveau cherche d'abord à nous protéger face à un danger réel ou perçu. Il faut déclencher une réaction de défense, fuir, se protéger, se figer ou combattre. Le problème, c'est que notre système émotionnel peut parfois interpréter une situation sociale comme une menace extrêmement importante. Une critique peut être vécue comme une humiliation, un désaccord comme une attaque, un refus comme un rejet, une remarque comme un manque de respect. Et lorsque notre cerveau perçoit une menace, la réflexion peut devenir plus difficile. Nous pensons moins clairement. Nous avons tendance à vouloir agir immédiatement. C'est pourquoi une personne très en colère peut dire « Je savais que j'allais regretter, mais je n'arrivais pas à m'arrêter ». Cette phrase est importante. Elle montre qu'il peut exister un conflit entre deux forces. La pulsion d'un côté, la conscience de l'autre. Mais attention, dire que notre cerveau réagit rapidement ne signifie pas que nous sommes condamnés à perdre le contrôle. Nous pouvons apprendre le contrôle. Nous pouvons développer des stratégies. Nous pouvons créer cet espace entre l'émotion et l'action. Et cet espace porte un nom très simple. La pause. La colère, quelques secondes qui peuvent tout changer. La colère n'est pas forcément l'ennemi. Elle peut nous informer. Elle peut nous dire quelque chose ne va pas. Une limite a été franchie. Je me sens injustement traité. Mais la colère devient dangereuse lorsqu'elle décide à notre place. Imaginez quelqu'un qui reçoit un message qui le met en colère. Première réaction, je vais lui répondre immédiatement. Il écrit, il envoie, puis 10 minutes plus tard, il relit son message. Et il pense, pourquoi ai-je écrit ça?
La différence entre ces deux moments n'est pas forcément l'émotion. La colère est toujours présente. Ce qui a changé, c'est la capacité à réfléchir. C'est pourquoi une règle simple peut être extrêmement puissante. Ne prenez pas une décision importante au sommet de votre colère. Ne répondez pas immédiatement. Ne téléphonez pas pour régler un conflit lorsque vous êtes hors de vous. Ne publiez pas sous l'effet de la rage. Ne menacez pas. Ne cherchez pas à vous venger. Faites une pause, respirez, éloignez-vous si nécessaire. Puis revenez lorsque votre esprit est plus calme. Quelques secondes peuvent empêcher une erreur qui pourrait avoir des conséquences pendant des années. Pourquoi certaines personnes frappent avant de parler? Une question difficile mérite d'être posée. Pourquoi certaines personnes passent-elles à la violence physique au lieu de parler? Il n'existe pas une seule réponse. Les comportements violents peuvent être influencés par différents facteurs. L'apprentissage familial, l'environnement social, les habitudes, la gestion des émotions, la consommation de certaines substances, le stress, les expériences personnelles ou encore certaines croyances sur la force et le respect. Lorsqu'une personne a appris que la violence permet d'obtenir ce qu'elle veut, elle peut finir par considérer cette réaction comme normale. Elle apprend. Si je fais peur, on m'écoute. Mais la peur n'est pas le respect. L'intimidation n'est pas l'autorité. La violence n'est pas une preuve de force. Et frapper quelqu'un ne résout pas nécessairement le problème initial. Cela crée souvent un problème supplémentaire. La peur, la souffrance, la rupture de confiance, les conséquences sociales, les conséquences judiciaires et parfois un cycle de violence qui se répète. La vraie maîtrise de soi commence lorsque nous comprenons que nous avons le droit d'être en colère, mais que nous n'avons pas le droit de transformer cette colère en violence contre les autres. La violence verbale, une arme invisible. Quand on parle de comportements destructeurs, on pense souvent à la violence physique. Mais les mots peuvent également laisser des blessures profondes. Une humiliation répétée, une insulte, une menace, une dévalorisation. Des paroles destinées à faire honte, à faire peur, à contrôler. Certaines blessures ne se voient pas, mais elles peuvent rester longtemps dans la mémoire. Imaginez un enfant qui entend régulièrement: tu es incapable, tu ne réussiras jamais, tu ne vaux rien. Peut-être que l'adulte qui prononce ces mots les oubliera, mais l'enfant peut les porter pendant des années. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous disons lorsque nous sommes en colère. Une phrase prononcée en 5 secondes peut être mémorisée pendant 20 ans. Avant de parler, demandons-nous: est-ce que je cherche à résoudre le problème ou à blesser l'autre? La vengeance quand la pulsion prend le dessus. Lorsque nous sommes blessés par des paroles, une autre pulsion peut apparaître. La pulsion de vengeance. Nous pensons: il m'a fait du mal, je vais le lui rendre. Cette pensée peut sembler satisfaisante pendant quelques instants,
mais elle nous enferme parce que notre attention reste fixée sur la personne qui nous a blessés. Nous continuons à penser à elle, à imaginer ce que nous allons faire, à chercher comment lui faire ressentir la même douleur. Et progressivement, nous lui donnons encore plus de place dans nos pensées. La vengeance peut donner l'illusion du contrôle. Mais parfois, elle est justement le signe que nous avons perdu notre liberté intérieure. Parce que notre comportement est toujours déterminé par ce que l'autre nous a fait. La véritable victoire n'est pas toujours de rendre le mal. Parfois, la véritable victoire consiste à dire « Je refuse que ce que tu m'as fait détermine que je vais devenir ». L'environnement influence nos réactions. Nous aimons croire que nos comportements viennent uniquement de notre personnalité. Mais notre environnement joue aussi un rôle. Les personnes que nous fréquentons, les modèles que nous observons, la manière dont les conflits sont gérés autour de nous, les contenus que nous regardons, les habitudes que nous répétons. Tout cela peut influencer notre manière de réagir. Si une personne grandit dans un environnement où les conflits sont toujours réglés par les cris, les menaces ou l'agression, elle peut penser que cette manière de communiquer est normale. À l'inverse, si elle observe des adultes capables de dire « Je suis en colère, mais je vais prendre quelques minutes avant de répondre », elle découvre un autre modèle. C'est pourquoi l'éducation émotionnelle est essentielle. Apprendre à un enfant à reconnaître sa colère n'est pas lui apprendre à être faible. C'est lui apprendre à se connaître. Lui apprendre à dire « Je suis en colère, je suis frustré, je me sens blessé, j'ai besoin de quelques minutes ». Ces phrases peuvent sembler simples, mais elles peuvent empêcher beaucoup de dégâts. Transformer une pulsion en décision. Alors, concrètement, que pouvons-nous faire lorsqu'une pulsion destructrice apparaît? Première étape, identifiez ce qui se passe. Dites-vous intérieurement, je suis très en colère. J'ai envie de répondre immédiatement. Mettre un nom sur ce que nous ressentons permet déjà de créer une distance. Deuxième étape, faire une pause. Éloignez-vous de la situation si nécessaire. Respirez lentement. Ne cherchez pas immédiatement à avoir raison. Troisième étape, observez le déclencheur. Qu'est-ce qui m'a réellement mis en colère? Est-ce seulement cette phrase? Ou est-ce une accumulation? Est-ce une blessure ancienne? Un sentiment d'injustice? Une peur? Une humiliation? Deuxième étape, choisir l'action au lieu de subir la réaction. Demandez-vous, si j'agis maintenant, quelles seront les conséquences demain? Cette question est extrêmement puissante parce qu'une pulsion pense au soulagement immédiat. La conscience pense aux conséquences. La pulsion dit « où le maintenant ?» La sagesse répond « attends, réfléchis ». La maîtrise de soi, la vraie force. On confond parfois la force avec la capacité à imposer sa volonté. Mais imaginez deux personnes. La première peut crier plus fort. Elle peut intimider. Elle peut faire peur. La seconde ressent exactement la même colère. Mais elle choisit de ne pas détruire. Mais possède réellement la maîtrise d'elle-même?
Deuxième, parce que contrôler les autres est souvent plus facile que se contrôler soi-même. La maîtrise de soi ne signifie pas supprimer toutes ses émotions. Elle signifie apprendre à les écouter sans leur donner automatiquement le pouvoir de décider. Vous pouvez être en colère sans être violent. Vous pouvez être blessé sans chercher à vous venger. Vous pouvez être frustré sans humilier. Vous pouvez être en désaccord sans détruire. Vous pouvez dire non sans agresser. C'est cela la véritable force intérieure. La sagesse, une victoire sur soi-même. Avec le temps, nous découvrons quelque chose de profond. La plus grande victoire n'est pas toujours de gagner contre quelqu'un. C'est parfois de gagner contre la partie de nous-mêmes qui voulait réagir immédiatement. Lorsque nous avons envie de répondre par la colère et que nous choisissons le calme, lorsque nous avons envie de nous venger et que nous choisissons de nous protéger autrement, lorsque nous avons envie de blesser et que nous choisissons de parler avec fermeté mais sans violence, nous venons de remporter une petite victoire intérieure. Et cette petite victoire construise progressivement notre personnalité. La sagesse n'est pas seulement une accumulation de connaissances. C'est la capacité à utiliser notre conscience au moment où nos émotions veulent prendre le contrôle. Et si nous changions notre définition de la force, nous vivons parfois dans une culture où l'on valorise celui qui domine. C'est celui qui répond le plus vite, celui qui ne se laisse jamais faire, celui qui impose ses décisions. Mais peut-être devons-nous changer notre définition de la force. Ici, être fort signifiant savoir partir avant de dépasser une limite, savoir reconnaître que l'on est trop énervé pour continuer une discussion, savoir demander de l'aide, savoir dire « je me suis trompé », savoir présenter des excuses, savoir écouter même lorsque nous ne sommes pas d'accord, savoir protéger une personne vulnérable, savoir refuser la violence. Cette force-là est moins spectaculaire, mais elle demande beaucoup plus de courage. Quand la pulsion devient dangereuse, il faut également être lucide. Certaines situations dépassent la simple difficulté à gérer une émotion. Si une personne menace régulièrement les autres, devient violente, détruit des objets, frappe, harcèle, opère fréquemment le contrôle, il ne faut pas banaliser ces comportements. Comprendre les mécanismes d'une pulsion ne signifie pas accepter la violence. La responsabilité reste essentielle. Et lorsqu'une personne sent qu'elle ne maîtrise plus ses réactions, chercher de l'aide auprès d'un professionnel peut être une démarche de courage, pas de faiblesse. Parce que demander de l'aide, c'est reconnaître « je veux changer ». Et parfois, c'est précisément là que commence le véritable changement. Le cycle de la violence, une réaction destructrice, peut également créer un cycle. Une tension apparaît, puis une explosion de violence. Ensuite, viennent parfois les regrets, les excuses, les promesses, puis une nouvelle accumulation. Et finalement, une nouvelle explosion. Si personne n'intervient, le cycle peut se répéter. C'est pourquoi il faut agir avant le moment critique, identifier les signes, reconnaître les déclencheurs, changer les habitudes, apprendre à communiquer, créer de la distance lorsque c'est nécessaire.
Et surtout, ne pas attendre que la situation devienne dramatique pour décider de changer. Une question à se poser aujourd'hui. Je voudrais vous proposer une petite réflexion. Pensez à une situation récente dans laquelle vous avez réagi très fortement. Sans vous juger, demandez-vous simplement, qu'est-ce que je ressentais réellement? Était-ce de la colère, de la peur, de la honte, de la frustration, un sentiment d'injustice, une peur d'être rejeté? Puis demandez-vous, qu'est-ce qui a déclenché ma réaction? Et enfin, si cette situation se reproduisait demain, comment pourrais-je réagir différemment? Vous n'avez pas besoin d'avoir immédiatement la réponse parfaite. L'objectif est de commencer à observer. Parce que nous observons consciemment devient plus facile à transformer. Nous avons tous des émotions. Nous avons tous des moments de colère. Nous avons tous connu la frustration, la peur, la déception ou le sentiment d'injustice. Mais nous ne sommes pas obligés de transformer chaque émotion en action. Entre ce que nous ressentons et ce que nous faisons, il existe un espace. Parfois, cet espace ne dure que quelques secondes. Mais dans ces quelques secondes se trouve notre liberté. La liberté de respirer, la liberté de réfléchir, la liberté de choisir, la liberté de ne pas reproduire ce que nous avons subi, la liberté de ne pas laisser notre environnement décider de notre comportement, la liberté de transformer une pulsion en décision. Alors, la prochaine fois que vous sentirez la colère monter, souvenez-vous de cette phrase. Je ressens cette émotion, mais je ne suis pas obligé de lui obéir. Vous pouvez ressentir sans détruire. Vous pouvez être ferme sans être violent. Vous pouvez être blessé sans vous venger. Vous pouvez être en colère sans perdre votre dignité. Et surtout, vous pouvez apprendre à vous maîtriser. Car la véritable victoire n'est pas de vaincre les autres. La véritable victoire, c'est de ne pas devenir prisonnier de ses propres pulsions. C'était Layla Lumière et Éveil. Si cette réflexion vous parle, abonnez-vous à la chaîne. Partagez cette vidéo avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, prenez quelques secondes aujourd'hui pour observer vos propres réactions. Une seconde de conscience peut parfois éviter des années de regrets. À très bientôt pour une nouvelle réflexion sur Layla Lumière et Éveil.